Alors, parlons maintenant de la deuxième partie, après comment traiter le végétal Shimoku. On traite ça comme ceci. Après avoir trouvé le bloqueur, maintenant c'est l'orientation. Après le bloqueur, c'est l'orientation. Il faut que je te rappelle que, faut que vous sachiez que ici on a le bloqueur, n'est-ce pas? Après, en deuxième, on a l'orientation. C'est comme ça qu'on traite. Il faut avoir le schéma, c'est dans sa tête. L'orientation. Et en dernier lieu, on a l'exécution. L'exécution. Donc, il faut comprendre que le point le plus important, c'est celui-ci, le bloqueur. Donc, l'orientation, il s'agit de quoi? L'orientation, il s'agit quand tu es conducteur, n'est-ce pas? Quand tu es conducteur de voiture et que tu arrives dans une route comme ceci, au milieu ici, tu auras une plaque de signalisation qui va te donner deux sens. Il va te donner un sens vers la droite et un sens vers la gauche. Après, il va te dire que à droite, si c'est Paris, on va écrire Paris. À gauche, si c'est New York, on va écrire New York, n'est-ce pas? Hein? Paris et New York. Ça, c'est l'orientation. Tu vois un peu, non? Ça, c'est l'orientation. Ça te oriente. Orienter et maintenant, parce qu'il y a deux types, il faut faire la différence entre l'orientation et là où tu te diriges et la direction, ce qu'on appelle la direction, n'est-ce pas? L'orientation, c'est un peu comme quand tu demandes à quelqu'un que montre-moi un peu où est le quartier qu'on appelle Dakar. La personne va prendre son doigt, il va prendre sa main, n'est-ce pas? Il va te montrer, il va pointer du doigt que c'est là-bas à droite. Ça, c'est l'orientation. Il t'oriente. Donc, toi, tu étais par exemple en train de te diriger tout droit pour aller à Dakar, mais il te dit que va plutôt à droite. Il t'oriente. Ça te permet de faire quoi? De t'adapter et de changer de direction. Tu vois un peu, non? L'orientation est un peu du genre, l'orientation est du genre, globalement, n'est-ce pas? Globalement, voici la carte d'un pays. Supposons que ça, c'est la carte d'un pays. Voici la ville A et voici la ville B. OK. Globalement, la direction, c'est que tu pars vers le nord-est. Donc, ta direction, c'est vers le nord-est. Ça, c'est ta direction pour aller à B. On va appeler ça la direction. Tu te diriges vers le nord-ouest. C'est quelque chose de vraiment général. Mais maintenant, quand tu commences à prendre la route, tu vas avoir les tournants, les contournants, les descentes et les montées et les descentes et les montées, tout ça pour arriver au point B. Le problème, c'est que si arrivé sur le point ci, sur le point bas là, tu continues de partir vers le bas comme ça là, continue, tu vas te retrouver sur le point Z, tu vas te perdre. Donc, il faut que quelqu'un qui t'oriente, qui te permet de changer de sens pour continuer de suivre une direction. Donc, l'orientateur, là, celui à qui tu demandes avec la bouche, c'est ça que j'appelle l'orientation. Et celui qui fait ça ici, sur l'écran, c'est Tenkan. Tu vois, hein? C'est ce qu'on appelle l'orientation linéaire. Pourquoi? Parce que prenons par exemple le cas, si nous sommes ici sur, le, sur un site of 4 heures, n'est-ce pas? Dans le rectangle ici. Les bougies sont en train de descendre comme ça en 4 heures. Mais la question c'est, comment savoir à quel moment changer de sens pour continuer cette direction? Parce que quand tu vois SSB est toujours dirigé vers le haut. Tu vois un peu, non? Le sens de la direction de SSB, c'est dirigé vers le haut. Les plateaux sont de plus en plus hauts. Les inclinaisons des plateaux sont vers le haut. Mais maintenant, ce qui fait en sorte que
Quand tu vas faire le time frame skipping par deux, n'est-ce pas? Tu as H4 ici, tu as H1, tu as M15. Ce qui va te permettre d'orienter, c'est que tu pars en M15 et au niveau du setup, n'est-ce pas? Dès que tu vois que M15 s'incline vers le haut comme ceci, ça te dit, c'est le moment maintenant de changer de sens. Comme tu partais vers le bas, va maintenant vers le haut. Et quand ça te dit ça, ça permet de te garder sur la bonne direction des time frames supérieurs. Donc, ça, c'est le Tenkan que j'ai déjà montré. C'est ce que j'appelle Tenkan se penche. J'appelle ça Tenkan se penche pour orienter. Tu vois, Tenkan se penche pour orienter. On a le daily, le weekly, le H1. Il y a aussi il y a le daily, le H4, le H1. Il peut aussi avoir le weekly. Il n'y a aucun problème par rapport au weekly. J'ai juste mis ça parce que j'ai supposé, j'ai juste pris que c'est le weekly. Weekly est souvent très grand pour l'orientation. Donc, pour que la direction continue, c'est-à-dire que quoi? On a une direction, il faut comprendre que dans l'idée globale, par exemple, dans l'exemple que je te montre ici, dans l'idée globale, si tu es dans un pays, n'est-ce pas? Si tu es dans un pays lambda, si tu es dans, ça c'est lambda, non? Ouais. Okay, ça doit être lambda. Si tu es dans un pays lambda ici, par exemple, tu vas aller de A à B. Tu prends juste la boussole. Dans l'idée globale, ta direction, c'est vers le nord-ouest. Mais au cours du parcours, tu vas commencer à te diriger vers le sud, le sud-est. Ta direction, c'est vers le nord-est. Tu vas commencer à te diriger vers le sud-est. Puis tu vas te diriger vers le nord. Puis tu vas te diriger vers le sud. Tu vas commencer à faire les tournants, les tournants, les tournants, les montées, les descentes, les montées, les descentes. Mais puisque la direction globale, pour suivre la direction globale, tu dois éviter des obstacles au fil du temps, au fil du temps. Donc, tu vas commencer à changer d'orientation, de sens, tout ça pour suivre la direction globale. Donc, la même chose se passe avec le time frame skipping par deux. Tu vois un peu. En H4, en H4, en H4, n'est-ce pas? Ici, là, c'est H1, ici, là, c'est M15. En H4, tu vas avoir les plateaux de SSB. Les plateaux de SSB qui te donnent la direction, n'est-ce pas? La direction. Donc, maintenant, quand H4 touche un setup, si c'est que c'est à ce moment que le prix peut continuer dans la direction large la direction large des plateaux de SSB, plateau inclinaison. Donc, quand on parle de plateau inclinaison du SSB. Donc, maintenant, c'est M15. C'est M15 qui te donne maintenant l'orientation avec son Tenkan. OK? C'est M15 qui te donne l'orientation avec son Tenkan. Que c'est à ce moment-ci qu'il faut que tu peux considérer la direction de la grande unité de temps en faisant le TS2, le time frame skipping par deux, le saut d'unité de temps par deux. Donc, voici l'orientateur. OK. Donc, maintenant, on a un deuxième orientateur, c'est Kijun aussi. Kijun aussi se penche. Regarde par exemple, Kijun aussi se penche. Par exemple, dans le setup-ci, dans le setup-ci 4, Kijun aussi donne aussi l'orientation. Les deux personnes qui te donnent, les deux lignes qui te donnent l'orientation, Tenkan est là plus tôt. Tenkan te donne l'orientation plus tôt. Kijun aussi va venir te donner l'orientation ici, vers le haut. Donc, tu as une double confirmation de l'orientation pour suivre la direction globale des unités de temps supérieures. Tu vois un peu.
Donc, et quand Kijun se penche vers le haut, là, c'est bon. C'est un bon signe. Même ici, tu vois un peu, Kijun se penche ici vers le haut, sur la bougie verte ici. Tu vois? Et donc, tu as donc deux indicateurs de l'orientation. Deux indicateurs de l'orientation du marché. Et c'est ça le plus important. Je te disais, par exemple, que ce que tu peux faire, c'est que quand tu es un journalier comme ça, là, quand tu es un journalier, voici le Tenkan journalier, n'est-ce pas? Ça fait combien de jours? Pendant que ça part vers le haut, ça fait combien de jours? Je parlais de ça beaucoup plus au niveau de la vision ici, de calculer le Tenkan cycle. Ça va te faire combien de temps? La durée de l'intention. Quand Tenkan s'incline en journalier, là, ça fait plusieurs jours. Ici, par exemple, avant qu'il y ait l'autre inclinaison, ça va faire. Donc, quand l'inclinaison haussière a commencé, ici, ça, jusque-là, ça a fait 18 jours, pendant que c'était aussi. La hausse, elle, cela a fait 6 jours. Donc, tu sais que tu auras une montée pendant 6 jours minimum. Tu peux calculer ça. Combien de temps l'orientation va faire? L'orientation vers le sens de la direction globale va faire. Donc, ça, il faut retenir ça comme avec des techniques mnémotechniques. C'est de la mémorisation, en fait, la partie que je suis en train de montrer ici. Donc, maintenant, parlons de l'orientation volumique. L'orientation volumique, c'est quoi? Bon, prenons encore le cas-ci. L'orientation linéaire, il y a deux types d'orientation. Il y a l'orientation linéaire, que c'est une ligne. Tu prends seulement une ligne d'Ishimoku. Tu prends une ligne d'Ishimoku. Tenkan te donne l'orientation linéaire. Kijun te donne l'orientation linéaire. Voilà les deux orientations linéaires que tu as. Et ça se prend sur l'unité de temps où tu entres. En faisant le TS2, tu vois un peu long, tu fais le TS2. Donc, ça veut dire que tu seras nous sommes en 4 heures maintenant, tu seras en 4 heures. Tu vas regarder un setup en 4 heures, n'est-ce pas? Tu vas sauter 1 heure. Tu vas partir en 15 minutes. Et quand tu vas vouloir entrer, tu attends que l'orientation linéaire te fait orienter vers le sens, vers le haut, vers le sens de SSB 4 heures. Donc, que Tenkan se penche vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand on part maintenant quand on part maintenant à ce niveau du setup 4 heures ici, là, quand on part à l'intérieur, on va remarquer quelque chose. Je vais un peu utiliser quelque chose de plus propre. Prenons le rectangle ici, ça c'est le setup 4 heures. Donc, ici, on a d'abord l'orientation linéaire. C'est-à-dire que Tenkan se penche vers le haut à partir d'ici pour montrer que c'est le bon moment pour entrer. Ah, ça, c'est pour Tenkan. Maintenant, Kijun aussi se penche ici vers le haut pour montrer que c'est le bon moment. La bougie était celle-ci. Tu vois un peu. Maintenant, ça, c'est l'orientation linéaire. Après l'orientation linéaire vient directement l'orientation volumique. L'orientation volumique, il s'agit de... L'orientation volumique, il s'agit de Ticket Cross. Ticket Cross et KSB. Le croisement entre Kijun et KSB. C'est-à-dire que tu finis d'abord de voir l'orientation linéaire. Après, l'orientation volumique vient. Il faut comprendre que l'orientation linéaire, ne marche que dans le setup. Dans le setup de l'unité de temps 2 fois supérieure à l'unité d'entrée. Donc, si tu es en 15 minutes, tu as tes orientations linéaires. C'est seulement si c'est dans le setup de H4. À part, ce n'est que sur le box noir, c'est que l'orientation linéaire marche. Après là-bas, si tu vois que ça s'incline vers le bas, vers le haut, ce n'est plus ton problème. Maintenant, ce n'est plus le problème de l'orientation linéaire. Maintenant, c'est le problème de
l'orientation volumique. À partir du ticket cross, quand tu vois maintenant ticket cross se croiser vers le haut ici, là, comme ceci, euh, comme ceci, quand tu vois ticket cross se croiser ici, comme ceci, vers le haut, n'est-ce pas? Ce que tu dois comprendre, c'est que au moment où le croisement, Tenkan et Kijun se croisent vers le haut, tout ce que tu dois avoir en tête, c'est que ne regarde plus Tenkan, ne regarde plus les inclinaisons de Tenkan, c'est là. Ne regarde plus trop ça. Regarde seulement si Ticket Cross reste toujours écarté. C'est le plus important. Si Ticket Cross reste toujours écarté vers le haut, alors le prix va continuer de monter. Même si c'est que Tenkan monte un peu comme ça se décroise encore, ça remonte encore. Même pendant ce temps, Kijun ne fait que monter. Les fluctuations de Tenkan peuvent être beaucoup pendant l'orientation volumique. Parce que l'orientation volumique, il s'agit du ticket cross. L'orientation volumique, il s'agit du ticket cross et du KSB. Et du KSB. Tu vois. Maintenant, tu te focalises que sur le ticket cross et le KSB. Ici, on a par exemple, le ticket cross, n'est-ce pas? Après, on a à ce niveau-ci le KSB. Voilà les deux orientations qu'on a, le ticket cross et le KSB. Ça, ce sont les orientations volumiques. Donc, aussitôt qu'on est plus dans le setup, on a l'orientation linéaire. On a l'orientation volumique, l'orientation linéaire, Tenkan puis Kijun. Maintenant, regardez seulement les deux orientations de KSB, de ticket cross et KSB. Dès que ticket cross monte comme ça, Kijun, dès que ticket cross monte et Tenkan sort de SSB, maintenant, on commence à regarder seulement le KSB en 15 minutes. Et les entrées te seront faciles. Ça fait en sorte que tu ne paniques pas. Tu connais la séquence d'évolution des orientations. Tu vois un peu. Quand KSB se produit comme ça, là, tu sais que tout retracement proche de Kijun sont tes entrées. Ce sont les entrées ici. Ça c'est ton entrée. On peut prendre un autre exemple pour essayer de parler encore de l'orientation volumique ici. Prenons le cas d'ici, du setup-ci. Prenons le cas d'ici. Voici un setup qu'on avait. Qu'est-ce qui se passe? On a d'abord l'orientation linéaire ici avec Tenkan qui part vers le haut. Puis, Kijun fait son orientation linéaire ici qui part vers le haut. Tu vois un peu, non? À partir de là. Au même moment qu'on a l'orientation linéaire là, on remarque qu'on a le ticket cross ici à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu te focalises aussi sur ça. Pour te dire que non. Comme l'orientation linéaire vient de finir, on peut maintenant passer à l'orientation volumique. Après, maintenant, on a le KSB à partir d'ici. KSB, tout ça, c'était le KSB. Donc, tu vois que tu avais littéralement des points d'entrée ici très bas, pendant que Kijun était en haut de SSB tout au long de ce point. Il faut remarquer aussi que quand tu es en 15 minutes comme ça, là, deux fois Kijun peut venir, quand KSB a déjà été produit, Kijun vient proche de SSB avant de continuer la course. Ça, c'est quand KSB est produit. Mais ça ne fait pas en sorte que ça annule la direction du marché. C'est juste une continuité. Donc, ce qu'il faut retenir entre les deux, c'est que, dans les orientations, c'est que, on a d'abord, ça se produit en séquence. On a
l'orientation linéaire d'abord. Donc, on a l'orientation linéaire Tenkan et Kijun. Puis, on a l'orientation volumique, Ticket Cross et KS et KSB. Ça se produit comme ça de façon séquentielle. Donc, tu auras d'abord Tenkan qui, se, qui te donne une direction vers le haut. Puis tu auras Kijun qui te donne aussi sa direction vers le haut, comme ceci. Après, maintenant, tu auras le Ticket Cross, puis tu auras le KSB. Et tout point, parce que là, le plus important, c'est de savoir quel est le point le plus moins cher à acheter pendant les orientations aussi. C'est tous les points qui sont en bas des lignes. Quand les bougies viennent en bas de Tenkan, en bas de Tenkan, en bas de Kijun, en bas de SSB. Tous les points qui sont en bas là, pendant qu'on a ces orientations-ci là, ces orientations de sens là, c'est les meilleurs points d'entrée. Ça, c'est d'abord, il faut comprendre que ça n'existe que si on a d'abord un setup 4 heures. Il faut d'abord avoir le setup 4 heures qui est touché. Il faut avoir un setup 4 heures qui est un setup, non, 4 heures qui est touché. Tu vois un peu ce qu'il veut dire. Avant de commencer à avoir les orientations, si on ne prend pas les orientations comme ça au hasard. C'est le setup 4 heures qui est quoi? Le bloqueur. Le bloqueur. Le setup 4 heures, c'est le bloqueur. On commence par le bloqueur avant d'aller à l'orientation. Ce que je dis ici, c'est qu'après l'orientation linéaire, dès que c'est volumique, ça reste volumique. C'est-à-dire que l'orientation linéaire ne marche qu'à l'intérieur du setup. Après ça, tu vas seulement voir le volume volumique, l'orientation volumique. Donc, c'est-à-dire que ici, là, on avait le setup 4 heures, n'est-ce pas? Quand se penche, c'est ici que tu vois l'orientation volumique, l'orientation linéaire vers le haut, vers le haut. Après ça, maintenant, même si Tenkan vient se décroiser ici, commence à se pencher ici en haut, vers le bas, ne commence pas à dire que non, nous sommes en train de partir à la vente. Non. Parce que tu ne dois plus commencer, tu ne dois plus regarder Tenkan, les inclinaisons linéaires, tant on est en plein au début de l'inclinaison volumique, au début des croisements volumiques. Parce que ici, là, c'est un croisement volumique. Toutes ces parties, c'est un croisement volumique. Et il faut comprendre que quand il y a un croisement volumique comme ça, là, les prix ont tendance à retracer. Et c'est une ligne qui est fragile, qui bouge vite, qui donne les signaux très tôt. Donc, même si ça se penche vers le bas comme ça, là, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de partir à la vente de façon globale. Nous sommes en plus en train de vouloir te donner un prix un peu plus moins cher que tu puisses acheter avec un meilleur prix pendant ce croisement volumique. Donc, on a le ticket cross ici qui est un croisement volumique qui montre la montée. Le seul moment où tu vas encore aller regarder le croisement volumique, le croisement linéaire, c'est loin en haut. Quand on a un long KSB comme ça, là, ici, c'est ici que tu viens encore regarder l'orientation linéaire. Mais au moment où on commence à avoir l'orientation volumique, là, après que Tenkan s'incline vers le haut, Kijun s'incline vers le haut, reste seulement focalisé sur les croisements maintenant. Donc, après les inclinaisons des lignes, reste focalisé sur les croisements. Même si pendant les croisements, les lignes se penchent encore vers le bas, ce n'est pas un problème. Ça te permet de garder la certitude sur le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc, on a ça. On a ça. Ça marche sur les, ça se fait avec les TS2. Hein. Ça se fait avec les TS2. Donc, c'est-à-dire que ça sont les choses que tu vas voir en M15. Ce sont les croisements que tu vas voir en M15. Quand le setup est 4 heures. Mais si le setup était, par exemple, le weekly, la semaine, ces croisements, si tu allais les voir en 4 heures, ces orientations linéaires, tu allais les voir
4 heures. On peut faire un exemple là maintenant. Allons sur le BTC. Allons sur le BTC. Prenons le cas, par exemple, de ceci. Ça, c'était un setup weekly, n'est-ce pas? Si on part en 4 heures, tu vois. On va voir les orientations linéaires qui montrent que c'est le moment pour le prix de monter. Prenons d'abord prenons le cas-ci, n'est-ce pas? Prenons le cas-ci. Ici, tu vois que Tenkan, l'orientation linéaire te montre que, oh, c'est le moment de suivre la direction. Il se penche vers le haut. Tu peux déjà commencer à acheter à partir de ce moment-ci en bas de Tenkan. Maintenant, le ticket cross se produit d'abord, c'est-à-dire l'orientation volumique ticket cross se produit d'abord, avant que l'orientation linéaire de Kijun, ça c'est pour Kijun ici, l'orientation linéaire de Kijun qui se produit ensuite. Tu vois un peu. Mais aussitôt que Tenkan, l'orientation linéaire de Tenkan te montre déjà va vers le haut, l'orientation volumique de ticket cross va vers le haut aussi. Tu commences donc à te focaliser. L'orientation linéaire a déjà joué son rôle de signal avancé, c'est-à-dire le signal le plus tôt. Puis, tu te focalises sur l'orientation volumique, l'orientation volumique, qui est le ticket cross, et ça te donne un meilleur moment d'acheter juste ici en bas. Après, maintenant, l'orientation linéaire de Kijun te montre que il est aussi temps de partir acheter maintenant. Dès que tu as ces trois orientations-là, focalise-toi seulement sur le ticket cross. Même si Tenkan commence à partir vers le bas, comme ça, là, dans le nuage, ça n'annule pas du tout la direction. Ça n'annule pas la direction haussière. C'est juste trop normal parce que Tenkan, c'est une ligne très rapide, tu vois un peu. C'est une ligne très rapide et très fragile. Petit changement de cassure des bas et des hauts, ça commence un peu à donner un signal. Et c'est bien, tu vois un peu. Mais ce que je suis encore vouloir dire, c'est qu'il y a une séquence. Il y a une séquence d'utilisation. Il y a l'orientation linéaire de Tenkan, l'orientation linéaire de Kijun, Tenkan, Kijun. Après, maintenant, on a les orientations volumiques du ticket cross. Tu vois un peu, non? Et puis, l'orientation volumique du KSB, le croisement entre SSB et KSB. À partir d'ici, tu te focalises rien que sur l'orientation volumique de KSB pour savoir où est-ce que les prix sont en train de partir et tous les prix qui sont proches de SSA qui durent comme ça, ce sont les meilleurs prix d'achat. Sans crainte, tu n'auras aucune crainte quand tu as cette méthodologie de compréhension. Tu ne vas pas avoir peur des bougies de retracement et tout. Non, tu vois. Pareil ici. Pareil ici, on a l'orientation linéaire des tickets de Tenkan. Puis ticket cross se produit. Puis Kijun, l'orientation linéaire se produit. Quand l'orientation linéaire se produit vers le haut comme ça, là, tu as ton assurance. Tout ce que tu vas chercher, ce sont les points qui sont les plus proches des lignes. Si, après, on a KSB. À partir de KSB, là, tout ça, ce n'est que les achats que tu vas prendre. Parce que le prix ne fait que monter avec l'argent. KSB. Tu vas voir que Kijun, quand il monte, il ne se décroise pas tellement vers le bas, il ne change pas de direction, ça ne fait que monter. Monter et rien que remonter. C'est un peu ça. Maintenant, parlons du risque. Maintenant, parlons du risque élevé bloqué. Bon, parlons des gros risques bloqués. Parlons des gros risques bloqués. Ça aussi, c'est une orientation. Ça, c'est un type d'orientation maintenant au niveau du capital management. Qu'est-ce que j'appelle gros risque bloqué? Euh, Ça, maintenant, c'est quand tu vas décider de mettre dans ton argent.
Gros risque bloqué. Parlons des gros risques bloqués. Les gros risques bloqués, c'est quoi? C'est que la plupart des gens en ligne vont te conseiller de risquer 1% sur ton capital. D'autres vont dire ne pas plus de 5% sur ton capital. D'autres vont dire ne pas plus de 3% sur ton capital. D'autres diront, Aka, va à 25%, tu vas vite réussir. Si tu es sûr de ton entrée, de ton stop loss, tu vas vite réussir. D'autres diront 40%, d'autres diront 50%. Maintenant, il y a les dégénérés qui vont te dire, va à 80% dans ton capital. Tous les risques ci sont bons. Aucun des risques ci n'est mauvais. Les 1% vont critiquer les 80%, ils vont dire que c'est le gambling. Aucun des risques ci n'est mauvais. Ce n'est pas le gambling. Pas parce que tu as mis 80% de risque dans un trade que c'est le gambling. Il y a les gens ici là, qui lorsqu'ils gagnent un salaire, par exemple, je vais dire par exemple, de 1000 euros, ils vont payer l'école à 900 euros. Ça, c'est combien? Ça, c'est pas 90%. Sur ton salaire du mois, tu mets 90% à l'école. Ça, c'est 90%. Tu vas payer ta formation scolaire, bien la formation scolaire de tes enfants, pour le salaire du mois, là, avec 900 euros. Ça, c'est 90%. Mais ça veut dire que tu fais le gambling. Ça ne veut pas dire que tu fais le pari foot. Tu n'es pas en train de parier. C'est pas le casino. C'est pas parce que quelqu'un a mis 80% que c'est le casino. Non. Il y a des achats ici là que tu viens de recevoir ta paye, ton salaire du mois. Tu as par exemple reçu, disons, 600 000 francs. 600 000 francs, n'est-ce pas? Je ne sais pas, tu vas aller m'acheter quoi avec 600 000 francs? Tu peux acheter les fauteuils de 400 000. Ça te fait à peu près 60%. Les fauteuils dont le home decoration, ce qu'on décore la maison avec, ça te fait à peu près 60% sur ton salaire, juste pour décorer ta maison. Ça, c'est quoi? On appelle ça le gambling? Non. Ou bien on appelle ça quoi? Les achats inutiles? Non. Tout type de risque est bon. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le pourcentage du risque. Ce n'est pas le gros risque. Ce qui est mauvais, la chose qui est mauvaise, c'est que j'ai donné la procédure de trading. Il y a les blocs, il y a on appelle ça comment? Les blocs, il y a l'orientation et il y a l'exécution. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas commencer par les blocs. C'est-à-dire que c'est de ne pas trouver le bloc. Ce n'est pas le pourcentage que tu as mis ici. Ce n'est pas le pourcentage que tu as mis dans le trade. Ça, c'est se focaliser sur les arachides. Tu vas aller compter combien d'arachides que tu as en train de mettre dans un trou pour que ça produise. Non. C'est ça, il faut focaliser sur le type de champ, le type de terre. Si tu es un agriculteur, est-ce que c'est le nombre de graines d'arachide que tu vas mettre dans le sol? Peut-être que quand tu creuses avec la haut, tu mets souvent peut-être que 3 graines d'arachide comme ça là, pour que ça pousse. L'autre va te dire non, moi pour faire mettre 20 graines une fois. Même si tu mets 100 graines, ce n'est pas le nombre de graines que tu mets. Si la terre n'est pas bonne, si la terre est dure, aride, le caillou, mon frère, rien ne va pousser. Même si tu mets une graine, 100 graines, 1000 graines. Si la terre n'est pas fertile, rien ne va pousser. On ne se focalise pas sur le nombre de graines d'arachide que dit 1% par trade, machin. Ça, c'est les histoires. Le plus important, c'est se focaliser sur le type de terre. C'est la fertilité qui est le plus important. La fertilité du sol. Donc, c'est le bloqueur qui est le plus important. On a déjà vu les bloqueurs avec le cycle de vegetation. Vous savez qu'on a vu le bloqueur avec le setup, on a vu le bloqueur avec le TS2. Voilà les bloqueurs. Voilà les bloqueurs. C'est ça qu'il faut se focaliser. C'est mauvais si tu n'as pas ça. Maintenant, si tu viens maintenant, tu mets 99% de ton capital dans un bloqueur. Bénédiction à toi, mon frère. Longue vie à toi et à tes enfants, ma soeur. Tu vois un peu, non? Si tu mets 1% dans le bloqueur, que mes prières et la paix soient avec toi. La paix de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ce n'est pas... On ne juge pas.
On ne juge pas le nombre de pourcentage que quelqu'un met. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qu'on appelle dans le gros risque bloqué? Je voulais d'abord mettre un point dessus. Un point sur le fait que ce n'est pas, le pourcentage par trade qui fait quelque chose. Tu vois, c'est parce que tu as mis 1% par trade que tu ne vas pas brûler ton capital. Tu vas toujours brûler ton capital, même si tu mets même 0,25. Parce que tu n'utilises pas les bloqueurs. Rien ne bloque. Parce que le bloqueur est censé bloquer une direction à 0% et donner l'autre direction à 100%. Quand maintenant, toi, tu pars mettre là-bas 0,25%, n'est-ce pas, de ton capital, et une autre personne va mettre 90% de son capital sur le même bloqueur, vous avez tous fait la bonne chose. Ce n'est pas que vous avez raison, vous avez tous fait la bonne chose. Ce n'est pas le gambling. Donc, le gros risque par trade, c'est quoi? Le gros risque par trade, c'est, supposons que tu as 1000 euros de capital. 1000 dollars, pardon. 1000 dollars de capital. 1000 dollars de capital, c'est à peu près combien? 500 000. Hein. Pour ceux qui, c'est en France CFA, pour ceux qui veulent connaître le français. En France CFA, c'est 500 000. Donc, on va juste faire avec 1000 dollars. 500 000, 500 000 K, 500 000 francs. Faisons avec le dollar. Je ne vais pas trop faire avec le franc CFA là maintenant. Donc, 1000 dollars de capital. Ce que tu vas faire, c'est quoi? 1000 dollars de capital représente, ici là c'est 0, ici là c'est 1000. Tu vois un peu? Ici là c'est 1000. Ça, c'est ton capital qui est dans ton compte de crédit. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever 100 dollars uniquement. Tu vois un peu? Tu vas enlever 100 dollars uniquement. 100 dollars dans 1000 dollars. C'est combien? Pardon, 100 dollars. J'ai mis pour 100, 100 dollars. 100 dollars dans 1000 dollars, c'est combien? Euh, c'est 10%. Il n'y a pas de calculatrice de pourcentage. OK, c'est 10%. OK. C'est-à-dire que tu vas bloquer d'abord 100 dollars. Donc, il va te rester combien? Il va te rester 900 dollars. Il va te rester 900 dollars. Les 900 dollars qui te restent ici là, c'est les 900 dollars que tu vas bloquer. C'est-à-dire que non, ton, ton, tu vas bloquer ça. Ton trading va seulement se faire avec 100 dollars. Donc, quand tu vas aller dans la calculatrice de position, c'est-à-dire que la calculatrice de Forex pour calculer ta position, tu vas mettre dans capital, 100 dollars. Tu ne vas pas mettre 1000 dollars. Tu vas mettre 100 dollars. N'est-ce pas? Tu peux mettre 1000 dollars juste pour calculer, mais tu vas mettre 100 dollars. Le plus important, c'est que ton trade, un de tes trades ne peut pas atteindre plus de 100 dollars. C'est-à-dire que maintenant, le capital avec lequel tu trades, quand tu as déjà bloqué 900 dollars, que tu ne peux pas aller plus bas que ça. Le capital avec lequel tu trades, ce sera 100 dollars. Maintenant, dans les 100 dollars, voici les 100 dollars là ici. Voici les 100 dollars là ici. Ici là, tu as 0, tu as 100 ici, n'est-ce pas? Tu vas diviser ça en 4. En 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait en sorte que tu auras 25, 25, 25. N'est-ce pas? Ça sera 25%. Donc, chacun de tes trades aura 25% par trade. Parce que maintenant, tu trades avec 100 dollars, tu bloques 900 dollars, tu dis que tu ne peux pas toucher ça. Donc, dans un trade, tu vas trader avec 25 dollars. Donc, ce qui sera 25% de ton capital, 25% de ton capital que tu as bloqué. Tu as seulement pris 100 dollars. Et dans ta tête, ce que tu vas te dire, c'est que, OK, je bloque 900 dollars. Quel que soit ce qui se passe pendant ma journée de trading, pendant que je trade avec les 100 dollars,
Mon objectif, c'est de prendre un trade à 25 dollars jusqu'à ce que j'atteigne encore 100 dollars. C'est-à-dire que si je prends un trade, voici le stop loss, voici l'entrée, voici 25 dollars que j'ai mis dans le trade ici. Et j'ai fait un risque rendement de 4. J'ai fait x4. x4, n'est-ce pas? Ça veut dire que sur le trade ici, j'ai fait 100 dollars. Ça fait en sorte que un seul de mes trades m'a déjà donné mon capital total, mon 100% de mon capital bloqué. Parce que les 100 dollars, c'est le capital que tu as bloqué. Tu vois un peu, non? Tu as dit que tu bloques, tu prends 100 dollars, tu le mets de côté. Que ce n'est qu'avec ça que tu vas trader. Et dans les 100 dollars, si tu vas commencer à trader 25% de ton capital, tu sais que quand tu fais ça comme ça, ça veut dire que tu as la réserve mentale. Tu vois, regarde par exemple ici, les 900 dollars, là, dans ta tête, tu sais que tu as tes 900 dollars, c'est intouchable. C'est-à-dire que non, même si tu perds les 100 dollars, si tu ne toucheras jamais les 900 dollars, ce qu'on appelle le intouchable. C'est un peu comme le nombre de litres de sang intouchable. C'est le nombre de litres de sang dans ton corps. Un humain a 3 litres de sang, je pense. 3 litres à 5, 3 à 5 litres de sang. Disons 5 litres de sang, n'est-ce pas? Si tu descends en bas de 2 litres de sang dans ton corps, tu commences déjà à mourir. En bas de 2 litres de sang dans ton corps, tu commences déjà à mourir. Pour que tu vives, il te faut au moins entre 4 litres et 5 litres. Donc, tu es obligé de bloquer le nombre de sang qui peut couler de ton corps. C'est pour ça que quand quelqu'un fait l'accident ou bien quand quelqu'un se blesse, on met le garrot pour ne pas perdre les 900 dollars sur les litres de sang utiles pour la vitalité de ton corps. C'est la même chose pour la vitalité de ton compte de crédit. Tu dois mettre le garrot. Le garrot, c'est que tu enlèves juste une partie nécessaire pour prendre des risques. Nous, tous qu'on est sur la route, dehors, là, on prend la voiture, on commence à conduire, on prend la moto, le vélo, on part jouer au foot. On prend des risques. Quelqu'un peut te donner un tacle là, tu fractures ton pied, le sang commence à couler, bien il te coude. Mais la quantité de sang qui va couler de ton nez ne sera pas 3 litres de sang. Si ça commence avec 3 litres de sang, on attache le garrot au niveau de quoi du cou pour que le sang cesse de couler. Parce que oui, on attache le garrot au niveau du cou. Bien, on bouche avec le coton. Je ne sais pas comment on fait ça. Pour que ta vitalité reste. C'est pour ça que j'appelle ça les gros risques bloqués. Tu vois un peu, non? Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple de comment tu peux trader. Supposons que tu pars sur une prof firme. Prenons une prof firme. Supposons que tu prends une prof firme. Tu prends une prof firme, par exemple, de 10 000 dollars, n'est-ce pas? Les 10 000 dollars ci représentent tout, tout ça. Il y a 0 dollars ici, de 0 à 10 000. Ce que tu dois faire, c'est que la prof firme te dit, tu ne peux pas diminuer mon capital de moins de 9 000 dollars. Donc, la prof firme te dit, à 9 000 dollars, moi, je te retire mon capital. À 9 000 dollars, je te retire mon capital. Ce que toi, tu vas faire maintenant, c'est que tu vas dire que merci, tu m'as donné 10 000 dollars, non. Moi, je vais seulement prendre 100 dollars dedans. Je vais seulement bloquer 100 dollars à l'intérieur et je vais trader avec. 100 dollars, c'est dans les 10 000 dollars, c'est 1% des 10 000 dollars. C'est 1% de tous les 10 000 dollars. Tu bloques donc combien? 9 900 dollars intouchable. Ton intouchable, c'est 9 900 dollars. Ça veut dire que tu as la sécurité mentale que tu ne peux pas perdre la prof là. Tu vas seulement trader tous tes trades. Un de tes trades ne peut pas être plus de 100 dollars pour un seul trade. Donc maintenant que tu as donc bloqué 100 dollars, voici donc 100 dollars ici. Non? Voici 0, voici 100. Voici 0, voici 100 dollars, n'est-ce pas? Ce que tu vas faire, c'est quoi? Ce que tu vas faire, c'est tu vas diviser les 100 dollars en 4 morceaux. Tu vas avoir les morceaux tu vas avoir 25, 25, 25, 25. Ce qui va faire en sorte que quand tu pars dans la calculatrice, n'est-ce pas? Quand tu vas calculer
de risque pour un trade. Quand tu parles de la calculatrice de Forex sur ma FXbook, par exemple, le risque sur le capital peut toujours être 10 000 $. Tu peux mettre 10 000 $ le capital. Mais le risque sur un trade doit être 25 $ sur un trade. 25 $ dans 10 000 $, c'est littéralement 0,0, je pense que c'est 0,0025, quelque chose comme ça là. C'est très très petit, ou bien 0,025. C'est très très petit. Mais ça représente 25% de ton capital bloqué. Dans ton capital bloqué, non, tu prends un gros risque à l'intérieur. 25%, c'est un gros risque. Dans ton capital bloqué, tu vois un peu. Mais le capital total que tu as eu, l'intouchable, c'est 9 900 $. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu vas faire tout ce que tu vas faire sur l'écran, non. Mais le 9 900 $, ça ne va jamais être atteint. Si tu perds même les 100 $, c'est mieux, tu arrêtes de trading. Tu rentres au village. Tu pars chercher un job. Même si tu es secrétaire ou bien tu vends les oranges en route. Ou bien tu vends les jouets des enfants à Noël. Mais les 100 $, c'est ce que tu as bloqué. C'est sur ça que tu vas donc prendre un risque élevé de 25% pour un trade. Maintenant, ton objectif, c'est que quand tu prends un trade, tu as 25 $ dans le trade comme ceci, n'est-ce pas? Ton objectif, c'est que même si ça fait retour sur investissement, risque-roi de 2, c'est-à-dire que tu as 50 $. 50 $, ça fait à 50% de ton risque bloqué. Tu prends, tu collectes, tu mets dans la poche. Tu es content parce que tu as fait 50% de ton risque bloqué. Tu vois un peu? C'est un peu ça, de ça que je suis en train de parler. Ça te donne la possibilité d'avoir une mentalité de fer. C'est-à-dire que ton mental sera solide. C'est comme ça donc, que tu fais pour risquer 25% par trade. Il y a d'autres qui vont vouloir risquer directement 50% sur un trade. Donc, ils vont se donner, ils vont diviser leur risque bloqué en deux. Tu peux diviser aussi en trois. Tu peux mettre 30% par trade. Mais tu dois prendre les gros risques sur ton risque bloqué. Ne va pas prendre le risque bloqué ici et tu commences à prendre les 1%. Non, ça n'a aucune logique. Tu dis que tu vas travailler seulement avec 100 $ et que ce sont les 100 $ là que tu vas faire grandir au fur et à mesure. Quand tu as bloqué 100 $ et que après deux trades, tu as 50 $ plus 50 $, ça te fait encore 100 $. Tu as déjà remboursé le 100 $. Tu passes maintenant à l'étape supérieure. Tu bloques encore une partie. Parce que quand tu fais grandir le capital de 10 000 $, n'est-ce pas? Quand tu fais grandir le capital de 10 000 $, de 10 000 $ à 10 000, à 10 100 $, tu bloques maintenant 10 000. Tu dis que 10 000 là, les 10 000 là, c'est intouchable. Tu prends encore 100, tu bloques. Tu refais la même chose. Jusqu'à ce que tu vas atteindre les 11 000 $ que la prof te dit pour passer la phase 1 du challenge. Ce qui fait en sorte que mentalement, tu seras stable. Tu n'auras pas les problèmes psychologiques de la peur, de la peur d'entrer et tout ça. Tu vois ce que je dis? Voilà. C'est ça que je suis en train de dire ici. Là. Tu bloques 1% du gros capital. Après, maintenant, ici, tu prends un pourcentage fixe. J'ai mis ici 50%. C'est même comme ça que tu dois manager tes propres finances personnelles. Tu bloques d'abord. Si tu as 100 000, supposons par exemple que tu as, tu as un salaire de peut-être 100 000 francs. 100 000 francs, n'est-ce pas? Si une personne vient et te demande, s'il te plaît, fais-moi un prêt de 50 000, c'est impossible. Parce que dans les 100 000 là, tu dois seulement retirer 1000 francs que tu vas prendre le risque de faire un prêt. Parce que quand quelqu'un te prête, quelqu'un peut te prêter 1000 francs comme ça là, pour te rembourser les 1000 francs, il te rembourse 100 francs aujourd'hui. C'est après 5 ans qu'il va te rembourser peut-être 500. Hein. Prêter l'argent à quelqu'un quand tu es salarié ou entrepreneur, que tu n'as pas beaucoup de succès pour l'instant, tu n'as pas beaucoup d'argent pour l'instant, les prêts ne se remboursent pas aussi facilement en un seul coup. Il faut faire attention, le prêt est un risque que tu vas aller prêter ton argent à quelqu'un. Tu prends 1000 francs, tu dis à la personne que je n'ai que 1000 francs.
Ça fait en sorte que tu gardes tes 99, 99 000 intacts. Si quelqu'un vient te demander, peut-être, s'il te plaît, prends-moi 2000, tu dis non, je n'ai que 1000 francs. Et dans les 1000 francs là, je ne peux que te donner, te prêter 200, ce qui va représenter 20%, 20% de ma possibilité. 20%, c'est beaucoup. Bon, ça c'est parce que c'était le capital, le salaire de 1000 francs. On peut passer au salaire de 1 million de francs. Et puis, c'est la même chose. En fait, tu vois un peu, non? Ça te permet d'avoir une sécurité mentale. Le plus important, c'est de garder la sécurité mentale pendant que tu veux devenir millionnaire. Même quand on fait les dons de sang à l'hôpital, là, même quand on fait les dons de sang à l'hôpital, là, le donneur qui a le groupe sanguin, je ne sais pas si c'est le O ou machin, si c'est le O quoi, le donneur universel, là. Le donneur universel a une poche, dans son corps, à 5 litres de sang. Tu crois qu'il va donner 4 litres? Même le médecin n'est pas fou. Non. Le donneur universel, c'est qu'il va peut-être donner 2000 litres seulement. Dans les 2000 litres, là, il sera déjà fatigué comme un mort. Il va devoir aller boire le rona, boire le foléré, boire tous les trucs rouges qui vont augmenter le sang dans lui, boire la betterave qui augmente le sang en lui pour reprendre les demi-pourcents. Pourquoi avec ton capital, tu vas donc commencer à partir de à faire les prêts, tu gagnes 100 000 francs, tu vas prêter à quelqu'un 50 000. Ça se fait pas. Tu gagnes 100 000 francs, tu prends tout, tu peux mettre dans le trading, tu mets 50 000 de trading, ça ne se fait pas. On prend qu'une seule partie, une petite, infime partie du capital. Tu coupes 1%, tu dis que c'est le 1%, c'est que je bloque pour prendre les risques. Le reste là, c'est ma santé mentale. Sinon, tu vas die, tu vas mourir direct. Déjà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on prend les gros risques bloqués. Donc, je pense qu'on peut passer à l'exécution maintenant.